CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation. CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. « 16h34 », nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Miloud Chenoufi, qui est membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand, également professeur de la Force canadienne. Professeur Chenoufi, bon après-midi. Oui, bonjour à vous. Ça va bien, professeur? Ça va très bien, merci de m'accueillir encore une fois. Voilà. Professeur, nous sommes au jour 35 de cette guerre entre Israël et le Hamas, mais aujourd'hui, on continue tous les jours à verser dans l'horreur. C'est des hôpitaux qui ont été touchés dans la bande de Gaza aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il faut revenir au premier hôpital qui avait été touché et dont la responsabilité était laissée au Hamas, officiellement au Hamas. Mais là, la preuve semble être irréfutable que Israël a décidé de toucher des hôpitaux puisque des tirs partent, selon Israël, de certains hôpitaux dans la bande de Gaza. En fait, même la destruction du premier hôpital plus tôt dans le conflit, c'est vrai que les Israéliens ont dit que c'était des Palestiniens qui avaient lancé une roquette. Les Américains ont dit la même chose, le ministre de la Défense au Canada également, mais ça ne veut pas dire que c'était vrai, puisque au début, les Israéliens eux-mêmes avaient revendiqué la destruction de cet hôpital-là, et la poursuite de la guerre après cela, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à l'hôpital d'aujourd'hui, jusqu'à le bombardement d'un camp de réfugiés hier ou avant-hier, eh bien, on voit qu'il y a une tendance, et cette tendance-là consiste à cibler les infrastructures civiles sans égard aux victimes civiles parmi les Palestiniens. C'est une constante, ce n'est pas nouveau dans les opérations militaires israéliennes à Gaza. Vous savez, pas plus tard que ce matin, je regardais une vidéo où était interviewé un retraité, un pilote de guerre, un retraité de l'armée britannique, qui disait qu'il était impossible, tout simplement impossible, de bombarder une surface aussi petite que Gaza, plus petite que l'île de Montréal, avec autant d'explosifs et penser que cela ne fera pas des victimes civiles. Donc, les victimes civiles sont dans le calcul des attaques israéliennes, et c'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui, parler de guerre seulement ne permet pas réellement de décrire ce qui se passe. Il s'agit d'une guerre contre les civils. Depuis la première attaque du Hamas qui a ciblé des civils, toutes les réactions qu'il y a eu par la suite ont ciblé les civils. Et par conséquent, ce conflit est une suite de crimes de guerre, et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens parlent de crimes contre l'humanité. Alors, ce que vous dites est d'autant plus vrai que Israël a demandé, aux civils de quitter le nord pour le sud. Ça voudrait dire, et au moment où on se parle,
il y a à peu près la moitié de la population qui s'est dirigée vers le sud. Bon, là encore, ils disent de temps en temps, ils reçoivent des bombes sur la tête. On voit que là aussi, on n'est pas en sécurité. Mais euh, lorsqu'on a demandé que les gens quittent, et on est au jour 35 d'une guerre, et qu'il y a encore la moitié de la population qui reste au nord, ça pourrait vouloir dire qu'ils sont des belligérants et qui ne veulent absolument, et donc qu'on ne fait plus attention, qu'on tire sur tout ce qui bouge dans le nord maintenant, sans En fait, considération par rapport aux enfants, aux femmes, etc. oui, effectivement. Et puis, vous savez, encore une fois, nous parlons de plus de 2 millions de personnes qui vivent dans un territoire plus petit que l'île de Montréal. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que d'avertir les gens et de leur demander de partir? Ils vont où? Partir pour aller où? Pour s'abriter où? C'est-à-dire que même s'ils le veulent, ils ne le peuvent pas. Et je crois que euh, continuer à bombarder sous prétexte qu'on a averti la population civile ne peut pas servir de couverture au massacre de civils qui s'ensuit. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes, et c'est la raison pour laquelle vous voyez à travers le monde entier, y compris dans les pays occidentaux, contrairement à la position de leur gouvernement, un rejet total de la logique qui est poursuivie actuellement par Israël, qui est une véritable fuite en avant dans l'horreur. Vous comprenez bien que les Palestiniens, c'est juste un nouvel épisode de malheur et de misère qui s'ajoute à une très longue série de souffrances qui remontent à 1948. Vous savez, les images qu'on a vues aujourd'hui, des images très douloureuses de centaines, voire de milliers de gens qui quittent quelque part sur un sentier à Gaza, eh bien, ça rappelle l'exode des Palestiniens qui avait été causé en 1948, lorsque leurs terres ont été confisquées suite à la partition de la Palestine historique. Et vous savez qu'une partie de la population de Gaza est faite de réfugiés. C'est-à-dire que c'est quand même assez incroyable que dans ce petit territoire, il y a des camps de réfugiés. Et ces réfugiés, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent de l'expulsion des Palestiniens en 1948. Et c'est le comble de l'horreur que les camps de réfugiés, comme le camp de Jabalia, dans lequel vivent des réfugiés de 1948, soient lui-même bombardés. Donc vous voyez de quel type de cruauté sont victimes les Palestiniens à l'heure actuelle. Cela n'excuse en rien le fait que le Hamas ait attaqué des civils. C'est quelque chose d'aussi inadmissible que la victimisation des Palestiniens civils aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens à travers le monde appellent à un cessez-le-feu et ne comprennent pas pourquoi les États occidentaux, à commencer par les États-Unis, continuent de donner le feu vert à un tel massacre en même temps qu'ils essaient de donner des leçons au monde entier sur les droits humains. Moi, ce qui me surprend avec ce qui se passe tel que vécu vraiment in vivo à l'heure de l'Internet, à l'heure des médias sociaux, il n'y a pas de cachette, que la région ne s'embrase pas déjà. Est-ce que Israël ne se dit pas, voilà, nous irons jusqu'au bout et il n'y aura rien parce qu'on annonce la destruction du Hamas et la destruction du Hamas signifie qu'il faut aller à chaque kilomètre de cachette possible, partout, et quitte à ce qu'on fasse des victimes collatérales. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais vous savez, historiquement, euh, les gouvernements israéliens qui sont opposés à la paix, comme c'est le cas du gouvernement actuel, vont toujours dire que le problème qui empêche la stabilité et la paix, c'est qu'il y a un groupe palestinien qui nous combat. Autrefois, c'était l'Organisation de libération de la Palestine, et donc il suffit juste de les neutraliser nous aurons une sorte de paix qui va rétablir les droits des Palestiniens. C'est un peu ce qu'on a dit lorsque Israël a envahi le Liban en 1982.
lorsque l'Organisation de libération de Palestine était au Liban, et c'est à cette époque-là qu'il y a eu un massacre effroyable dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila, sous l'observation et la protection des Israéliens. En fait, ce ne sont pas eux qui ont commis les massacres, c'était des milices libanaises, mais sans l'invasion israélienne, ces massacres-là n'auraient jamais été. Eh bien, l'argumentaire à l'époque, c'était qu'il fallait se débarrasser de l'OLP, de la même manière qu'aujourd'hui on dit qu'il faut se débarrasser de détruire le Hamas et ensuite on verra. Mais qu'est-ce qu'on voit généralement après? Eh bien, c'est la poursuite de la colonisation, c'est la poursuite de l'occupation, c'est la poursuite de la souffrance ininterrompue des Palestiniens, leur nettoyage ethnique, etc. Mais professeur, permettez-moi, oui, mais qu'est-ce qui explique que dans la région, alors qu'on s'attendait à un embrasement de la région assez rapidement, or il y a des gestes évidents. On parle même d'une façon d'en finir totalement avec le peuple, là. On parle de génocide littéralement. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait une réticence? Est-ce qu'Israël est super puissant pour combattre tous les ennemis de la région et effectivement et en sortir vainqueur? La réponse est non. L'armée israélienne est une armée qui ne manque pas de qualité, mais elle n'est pas invincible. Simplement, il y a deux éléments dont il faut tenir compte. Israël possède l'arme nucléaire. Et lorsque vous possédez des armes non conventionnelles, peu importe le nombre d'armées que vous allez affronter, vous avez un avantage. Aucun État arabe ne possède la dissuasion nucléaire, donc il est pratiquement impossible que les États arabes s'engagent dans une guerre conventionnelle. Et ça a été compris il y a très longtemps, dès qu'on a compris que Israël s'était doté de l'arme nucléaire. Le deuxième élément, c'est, comme vous l'avez constaté, c'est le soutien indéfectible dont il bénéficie de la part des États-Unis. C'est quand même assez intéressant de constater que les Américains ont déplacé 2 porte-avions et un sous-marin dans la région. Ça vous dit à quel point ils sont prêts à s'engager militairement si jamais un autre front était ouvert par l'action d'un autre État dans la région. Voilà comment les choses s'expliquent. Et c'est la raison pour laquelle les États arabes, depuis maintenant une bonne trentaine d'années, il y a un consensus sur lequel Israël peut être reconnu comme État dans la région à condition que les Palestiniens soient rétablis dans leurs droits à travers un État indépendant. C'est la position qu'ils n'arrêtent pas d'exprimer. Et aujourd'hui, quand ils appellent à un cessez-le-feu, ils disent qu'il faut revenir à une solution globale du conflit israélo-palestinien. Vous savez, vous avez 2 logiques qui sont inverses. La logique des Américains et des Israéliens est de dire non, on va régler les problèmes à l'échelle locale, donc détruire le Hamas, et ensuite on verra. Vous avez l'autre logique qui est défendue par les pays arabes et qui est soutenue par pratiquement tous les pays du Grand Sud, eh bien c'est de dire que non, vous ne pourrez jamais totalement détruire les formes de résistance locales si vous ne réglez pas le problème à l'origine. Et le problème à l'origine, c'est celui de l'occupation et de la colonisation. Donc, si jamais on règle le problème, l'incitation ou la motivation pour qu'il y ait des groupes comme le Hamas ou qu'il y ait des actions comme ceux que le Hamas ont fait le 7 va tout simplement disparaître. Et à ce propos, si vous me permettez, juste pour terminer sur la question précédente, détruire le Hamas, techniquement, c'est possible. Si vous détruisez une structure, ce que vous ne parviendrez jamais à détruire, c'est l'idée. Et l'idée, c'est celle de la résistance. Et tant qu'il y a des Palestiniens, il y aura de la résistance, selon tous les ventailles de possibilités de résistance. Ça va du mode non violent jusqu'au mode violent. C'est la raison pour laquelle la seule solution est la solution globale du conflit. Oui. Alors, maintenant, c'est un conflit qui se déplace à l'extérieur aussi au Canada. On voit des actes antisémites. On voit beaucoup de gestes qui nous font croire qu'il faudrait pas seulement se contenter de résoudre le problème, mais qu'il faudra repenser la situation, même à l'extérieur du territoire.
En fait, regardez, les gens, beaucoup de gens sensés, d'accord, disaient à l'époque où on croyait que le conflit s'était calmé, hein, d'accord. Bien sûr, il n'a jamais été calme parce que les Palestiniens n'ont jamais cessé de souffrir. Mais vous savez, quand seuls les Palestiniens meurent, ça ne fait pas la une des journaux. Eh bien, à l'époque, des gens très sensés disaient attention, ce conflit, il est central, il faut le régler parce qu'il a toujours des effets bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et c'est ce que nous voyons à Montréal, c'est ce que nous voyons ailleurs. Vous avez parlé des actes antisémites, tout à fait condamnables et inadmissibles dans une démocratie libérale. Il y a eu des actes islamophobes aussi qui se multiplient, un discours de déshumanisation des Palestiniens qui est tout aussi condamnable. Et alors, il y a deux choses à dire ici. La première, c'est qu'on a le droit au Canada de soutenir qui on veut, mais on n'a pas le droit de franchir la ligne rouge qui est celle du discours de la haine ou de la violence. Ce sont des choses qu'on ne peut pas, accepter. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, pour éviter ce genre de choses, il faut aussi participer à régler ce problème. Le Canada n'a pas la puissance pour réellement décider de l'agenda au Moyen-Orient ou en particulier sur ce conflit. Il ne l'a pas, il faut bien le reconnaître, et je ne crois pas qu'il faut blâmer le gouvernement au-delà de ce qui est légitime. Vous comprenez, le seul État qui a réellement de l'influence dans cette région, ce sont les États-Unis. Et c'est clair que si les États-Unis appelaient à un cessez-le-feu et s'engageaient dans une résolution de ce conflit, le Canada peut jouer un rôle positif. Et professeur, dernière question. Vous êtes universitaire vous-même et vous voyez ce qui se passe dans les universités, ben, particulièrement une université où il y a eu de la bousculade. Oui. Et pour résoudre ce problème, on semble prôner l'interdiction de manifester. Quelle est votre position là-dessus? C'est de la censure. C'est vraiment de la censure. C'est-à-dire que on essaye d'utiliser un incident grave et condamnable, ok, pour réaliser un objectif politique qui a toujours été celui de ceux qui veulent réduire au silence toute voix pro-palestinienne. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'on essaye, encore une fois, de censurer les voix pro-palestiniennes. Et comme vous le savez, de façon générale, ces voix-là ne versent ni dans le discours de la haine, ni dans la violence. Donc, prendre comme prétexte un incident pour réduire tout le monde au silence témoigne d'un agenda politique beaucoup plus qu'un désir de règlement d'un problème. Professeur, si vous aviez une boule de cristal, vous le feriez dans quelle direction? Savoir, est-ce que c'est un conflit qui va être encore pour longtemps dans la région ou est-ce que, bon, finalement, le mot du doigt va être dit et le mot de la raison va être dit pour ramener au calme tout ça parce que ça ne se peut plus hein, de continuer comme ça là dans un territoire, petit territoire qui est martelé comme ça. En fait, tant et aussi longtemps que les acteurs politiques qui détiennent le pouvoir de la décision aujourd'hui sont en place, il ne faut pas espérer une solution diplomatique au problème. Hein. Vous savez, la carrière de Netanyahou a été fondée sur le rejet d'une paix négociée avec les Palestiniens. Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer de sa personne ou du gouvernement qu'il dirige. Mais les choses peuvent changer. Et si d'autres acteurs qui ont une autre vision, celle de Rabin, par exemple, qui consistait à dire que les Palestiniens, de toute façon, ne partiront pas. Donc, c'est soit la paix, soit l'épuration ethnique et l'apartheid. L'histoire du colonialisme nous apprend une chose, c'est que la domination coloniale suscite toujours de la résistance. Et par conséquent, il y aura toujours de la résistance, sauf lorsqu'il y a un génocide. C'est un peu ce qui s'est produit ici en Amérique du Nord, et nous constatons aujourd'hui l'ampleur des dégâts que cela a causé pour les populations autochtones des Amériques.
Et la même chose, la même logique a été essayée un peu partout, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, et elle a suscité toujours une résistance, d'où la décolonisation. Quelqu'un a dit que les Palestiniens sont le dernier peuple à lutter contre une forme de colonialisme. Eh bien, cette lutte-là va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait une solution juste. La solution juste, elle existe. Malheureusement, il n'existe pas d'acteurs de bonne volonté pour la mettre en œuvre. Absolument. Miloud Chenoufi, un membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, de la chaire de recherche Raoul Dandurand et professeur de la Force canadienne. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler encore une fois cet après-midi. Toujours un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.